Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 8 mars. À la une de cette édition, focus sur la journée de lutte pour le droit des femmes. Ce matin, à l'occasion de cette journée, se tenait le Café des femmes entrepreneurs au restaurant La Renaissance Alpaggio. Pour la troisième année consécutive, cette initiative est portée par le cabinet mahorais de conseil. L'événement permet aux chefs d'entreprise de différents secteurs d'activité de se rencontrer, d'échanger, voire de lier leur destin. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Elles n'étaient pas moins de 20 à s'être donné rendez-vous ce matin. Des femmes d'horizons différents qui se sont passées le micro pour expliquer leur histoire, ce qui les a poussées à se lancer dans l'entrepreneuriat et les difficultés auxquelles elles font face aujourd'hui. Ce sont des événements comme celui-là qui nous permettent de nous exprimer, qui nous permettent de nous rencontrer entre nous, d'échanger nos savoirs, d'échanger nos difficultés. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer et d'évoluer dans un bon sens, que ça soit à la fois pour nous et pour les autres. Tous ensemble, c'est différent et c'est encore mieux. Autre avantage de ce genre d'événement, permettre aux entrepreneuses d'échanger sur la réalité de leur métier avec parfois des possibilités de collaboration. Ça permet de faire du réseau et le réseau amène à des collaborations, notamment avec quelques-unes de femmes qui sont ici, à des collaborations entre nous et à de la mise en réseau avec d'autres personnes aussi pour faire avancer nos entreprises. Une initiative du cabinet mahorais de conseil pour la journée de la femme qui dure maintenant depuis 3 ans. Sa gérante nous explique pourquoi elle a souhaité créer cet événement. Pour que les femmes puissent se rencontrer, échanger et deuxièmement pour répondre aux objectifs de nos parents, de nos grands-parents qui étaient au moment où se battaient pour Mayotte, ils avaient 2 objectifs. Mayotte département, Mayotte développement économique et social du territoire. Donc nous, en tant que femmes, on va continuer à se battre pour le développement économique de ce territoire. Ce rassemblement, pour permettre aux femmes entrepreneuses de se développer plus rapidement et sereinement sur l'île aux parfums, se réitérera l'année prochaine. La 4e édition est d'ores et déjà programmée. Et cette journée des droits des femmes à Mayotte sera également célébrée lors du festival Hip Hop Evolution. En effet, pour la première fois, des Big Girls s'affrontent en ce moment même lors de battles en one-one. Un grand pas en avant pour le développement de la pratique féminine à Mayotte. Ce matin, la Big Girl Karima était sur notre plateau. Elle qui depuis 30 ans se bat pour combattre les clichés liés à la place de la femme dans la culture hip-hop. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. C'est journée des droits de la femme. C'est important aussi de faire la différence. Bien sûr. Et je me dis, si on nous a donné une journée des droits, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de les avoir finalement. Parce que ça y est, on sait qu'on n'est pas égalitaire. Réglons ça. C'est-à-dire que c'est pas encore acquis. Bah, apparemment. Et comme tu disais, il y a des filles aussi dans les crews. Je crois qu'il y a qu'à Mayotte qui a ça. En métropole ou même à l'international, on voit pas de filles sur la grande scène. Hein. Ça va être la seule fois. Et donc, c'est depuis un moment. Donc, comme quoi, il n'y a pas du retard. Bien sûr. Et par rapport aux filles qui sont en résidence, là je voulais revenir dessus, moi, mes débuts, c'était impossible. Ma mère n'aurait jamais accepté ça. Donc, c'est une avancée. Parce que souvent, elles se sentent parfois en retard parce que ça arrivait un peu après. Non, vous vous rendez même pas compte la confiance que les parents vous donnent. Parce que c'est ça, c'est une histoire de confiance. Moi, je devais dire à ma mère, je vais à la bibliothèque pour pouvoir aller m'entraîner ou pour pouvoir aller au Bataclan l'après-midi. C'est quand même un peu dommage. Là, il y a quand même un accompagnement. Je vois une mère qui va ramener les baskets à sa fille parce qu'elle les a oubliées. Et à côté de ça, la fille me dit, ma mère, elle veut pas que j'en fasse. Si, tu te rends pas compte. Là, elle t'accompagne. Donc, faut être consciente aussi. Et ça avance. On poursuit ce journal avec la délégation de Mayotte à Paris. Créée il y a 30 ans sous forme d'association, depuis 2003, elle est devenue un service administratif rattaché au conseil départemental. Cette structure joue un rôle de représentation du 101e département dans la capitale. Ce matin, nous recevions sur notre plateau son directeur Mohamed Zouber. Ce dernier est actuellement à Mayotte afin de rencontrer les acteurs du territoire avant l'installation prochaine dans des nouveaux locaux à Paris. Au montage, Leslie Vumenet. Souvent critiquée, la délégation de Mayotte à Paris possède plusieurs missions. Son directeur actuellement présent sur le département nous parle de ce service créé en 2003. La délégation de Mayotte à Paris est un service du département qui est un service de représentation du territoire. D'accord. La représentation de Mayotte à Paris existe depuis une trentaine d'années en réalité, et c'était assumé par une association qu'on appelle la Maison de Mayotte. Et depuis 2003, pour des raisons de transparence, de visibilité, de lisibilité de nos actions,
Cette association a été dissoute et remplacée par un service administratif. Le délégué, qui est le responsable de ce service, a juste deux rôles. C'est d'abord un rôle de représentation, et puis de Mayotte, bien sûr, et un rôle d'accompagnement, de soutien de nos compatriotes qui vivent dans l'Hexagone ou qui sont de passage. Durant plusieurs années, la délégation accueillait une antenne de la DASU, devenue DPSU, Direction des politiques scolaires et universitaires. Depuis la réorganisation des services, l'antenne a évolué. Nous avons une dizaine de médiateurs académiques, qui sont des agents de département, qui sont un petit peu dans des académies. Nous avons complètement dématérialisé notre système d'aide et de bourse. Vous savez, le département dépense 14 millions d'euros pour accompagner nos étudiants en aide et bourse. Et la dématérialisation plus la réorganisation ne justifiait plus aujourd'hui la présence d'une antenne de la DPSU. En revanche, nous avons créé un service de formation, insertion professionnelle qui va s'occuper plutôt des étudiants qui sont en fin de cycle ou dans des grandes écoles pour plus les accompagner pour trouver un travail, un stage stratégique ou un petit peu une mobilité internationale et surtout les attirer à rentrer à Mayotte. Pour accueillir les étudiants, le département a décidé de faire l'acquisition d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. 12 millions d'euros en fonds propres vont ainsi être investis par le conseil départemental. Le bâtiment comprend 3 étages et 700 mètres carrés de surface qui vont permettre à la délégation de diversifier ses missions. En réalité, le projet impulsé par les élus, c'est de faire de cette plateforme, la délégation, ce site, un lieu où l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, culturels de Mayotte seront chez eux. En réalité, ce n'est pas la délégation du conseil départemental, c'est une représentation du territoire. Et ils seront chez eux. Comment c'est qu'ils auront à leur disposition des bureaux de passage, des salles de réunion, une salle de conférence. Ils auront à leur disposition aussi les outils qu'on peut mettre à disposition. C'est leur maison. C'est leur maison. Nous avons, par exemple, prévu de créer une pépinière d'entreprise. Des jeunes Mahorais qui souhaitent créer l'entreprise en métropole ou qui souhaitent commencer à créer et puis venir s'installer à Mayotte et qui ont des difficultés. Et cette délégation aussi aura un lieu, un espace de coworking qui permettra à ces jeunes de venir commencer leurs activités. Cette maison de Mayotte va donc jouer un rôle très important pour promouvoir l'île au lagon, mais également accompagner tous les Mahorais qui le souhaitent dans leurs projets à l'extérieur du département. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Elanziz Amidou, le secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière. Elanziz, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous ce soir pour faire un tour d'horizon des combats qui vont animer votre syndicat en 2019. Avant cela, un mot du conflit qui va débuter ce lundi au sein du groupe Vinci. La CFDT a appelé à la grève au sein de la SOGEA et de la SMAE. Pourquoi FO n'a pas suivi, vous qui avez souvent été à l'origine de mouvements au sein de ce groupe ? Écoutez, là vous me surprenez beaucoup parce que je ne suis pas au courant de ce mouvement social. Et je n'ai pas été mis en copie du préavis de grève et personne de la CFDT ne m'a approché pour m'informer qu'il va y avoir quelque chose qui concerne la SOGEA et la SMAE. Et je précise que nous ne sommes pas représentatifs à la SOGEA, par contre nous sommes représentatifs à la SMAE. Voilà. Et nous, on ne verrait pas d'inconvénient d'aider nos camarades. Vous êtes d'accord avec les revendications ? Vous n'avez même pas pris connaissance de ces revendications ? L'ennui, c'est que je ne suis pas au courant des revendications. Donc, je ne peux pas aujourd'hui m'engager sur quelque chose que je ne connais pas. Donc, mais si j'étais au courant, si jamais on m'avait mis sur la table les revendications, ce serait avec plaisir de se joindre à nos camarades et à les aider parce que c'est des syndicats de salariés, donc ça profite à tout le monde. Mais aujourd'hui, je précise encore une fois que nous, à Force ouvrière, nous sommes un syndicat libre et indépendant. Donc nous ne sommes pas un syndicat subordonné, nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes là pour nous organiser avec les autres en intersyndical, si c'est possible et si c'est nécessaire. Et justement, Elanziz, comment ça se passe, ces intersyndicales qui se créent parfois, et parfois ça ne fonctionne pas. Ça fait plusieurs années que ce sont les mêmes personnes à la tête des syndicats.
comment se fait-il que parfois vous arriviez comme ça à discuter et que parfois vous êtes surpris de voir qu'un préavis de grève tombe sans que vous soyez au courant? C'est surprenant quand même. Mais ça dépend des cultures de chaque organisation. Donc, Vous avez réussi parfois à vous entendre sur mais des mouvements. on réussit toujours à nous entendre. Mais je le dis tout le temps qu'il faut s'organiser dans l'unité. Quand on fait une action syndicale, il faut le faire dans l'unité. On ne cesse de le répéter, mais dans certains syndicats, ils ont une tradition d'aller tout seul à la bataille. Donc on ne peut pas obliger aussi tous les syndicats à se réunir quand ils n'ont pas envie ou besoin de se réunir. Donc ce n'est pas une obligation de se réunir. Mais c'est indispensable. Oui, c'est une nécessité de faire l'unité dans l'action syndicale. C'est une nécessité, mais parfois certains syndicats ne voient pas cette nécessité-là. Et nous, à Force Ouvrière en tout cas, quand il y a des intersyndicales qui se forment, ponctuellement, bien entendu, nous nous joignons pour défendre la bonne cause, mais nous ne nous entendons pas rester prisonniers de l'intersyndical, parce qu'encore une fois, nous sommes un syndicat libre, indépendant, donc nous respectons la constitution des intersyndicales ponctuellement, mais pas de façon permanente, parce que chaque syndicat doit avoir une liberté d'action. Lors des revendications de la CFDT, elles portent surtout sur le climat social et les conflits qu'il y a avec la direction. Ils parlent de mépris de la direction, de revalorisation salariale également. Est-ce que vous, du côté de votre syndicat, vous avez eu des remontées comme ça de la part des représentants syndicaux au sein de ces sociétés, comme quoi effectivement il y avait un problème au sein du groupe Vinci? Au sein du groupe Vinci, on n'a pas eu tellement de remontées dans ce sens-là, puisque à la CMAE, là où nous sommes représentatifs, actuellement, nous sommes dans une problématique d'élection professionnelle. Voilà, donc les élections se sont déroulées dans des conditions un peu douteuses, ce qui fait que nous avons fait un recours contre ces élections-là et la décision va tomber incessamment sous peu. Donc nous sommes dans cette attente-là, mais nous ne sommes pas dans les revendications pour le moment, puisqu'il s'agit aujourd'hui de faire élire des délégués qui seront légitimes justement pour porter devant la direction des revendications et pour peut-être, si ça ne marche pas, le dialogue social, engager un rapport de force par un mouvement social. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas comme ça préjuger de ce que la CFDT fait avec la SOGEA et avec le groupe Vinci en général, parce que nous ne sommes pas associés dans cette démarche-là et nous ne pouvons pas nous opposer à leur liberté d'action. Ils peuvent agir parce que eux aussi sont un syndicat de salariés et quand ils voient qu'il y a des problèmes et qu'ils constatent que ces problèmes-là ne peuvent plus durer et qu'il faille faire une action, ils peuvent le faire. C'est ce qu'ils sont en train de le faire tout seuls. Mais nous, on n'est pas là pour les critiquer. Ils peuvent le faire tout seuls, comme avec nous et les autres en intersyndical. Ce n'est pas là la question. La question, c'est de dire, est-ce que les syndicats de salariés réagissent quand il y a des problèmes? Moi, je dis oui. Les syndicats de salariés réagissent, mais la façon de réagir, ça peut dépendre. Mais vous déplorez quand même ce manque d'union? Je déplore l'unité dans l'action syndicale parce que dans le contexte actuel, on ne peut pas permettre d'être en face de la direction sans être en rapport de force. Donc quand on est ensemble et qu'on est dans l'unité, et cette unité-là constitue une action syndicale qui est quand même qui emporte une certaine légitimité devant la direction, je pense que ça peut emporter l'amorce d'un dialogue social qui peut déboucher à des suites favorables et à des solutions qui sont favorables aux salariés. Vous parliez de dialogue social. 2019, c'est une année cruciale en la matière. On parle de l'application du Code du travail qui se poursuit, les conventions collectives, les 35 heures. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez l'impression que ça avance bien ou que c'est compliqué dans beaucoup d'entreprises? Écoutez, on est dans un contexte où le grand patronat n'a jamais voulu l'application du droit commun à Mayotte. Est-ce qu'il s'y plie? Parce que ne pas le vouloir, c'est une chose, s'y plier, c'en est une autre. Aujourd'hui, ils sont devant le fait accompli. Donc, nous constatons beaucoup de mauvaise foi. C'est-à-dire, ils essayent de ralentir l'application du droit commun. Et s'agissant des 35 heures,
on a vu dans certaines entreprises, on a constaté des baisses de salaire, alors même que le passage aux 35 heures devait aboutir à minima au maintien des salaires et non pas à une baisse des salaires. Donc quand on voit des baisses de salaires, ça veut bien dire que le grand patronat, des fois, ils ne jouent pas le jeu et qu'ils ont vraiment envie de ralentir l'application du Code du travail. Est-ce que c'est uniquement la faute du patronat ou, comme le MEDEF le dit, il devait y avoir effectivement des compensations de l'État qui n'ont pas été mises en place, des promesses qui aujourd'hui ne sont pas forcément tenues? Est-ce que c'est toujours la faute du patronat ou est-ce que peut-être finalement cette application est venue vite et tout le monde n'a pas été préparé, les choses n'ont pas forcément été faites dans l'ordre? Je ne pense pas que cette application-là est venue très vite et on peut appliquer de bonne foi le droit commun, c'est-à-dire les 35 heures. Et par la suite, c'est une dette. Dire si l'État n'a pas payé en temps et en heure, c'est une dette qui va être payée. Donc aujourd'hui, je conçois que l'État soit responsable de retard dans le paiement ou le remboursement de cet argent-là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas concevoir à ce que les salariés payent cette facture-là. Donc il faut qu'on vive en bonne intelligence et que l'employeur ne puisse pas imaginer à un seul moment que le salarié peut supporter ce genre de bêtises, c'est-à-dire de faire régresser les salaires. Ça, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas l'accepter. 2019, c'est une année où FO va se concentrer sur, on imagine, plusieurs combats. Quels sont-ils? Est-ce que le combat de 2019 aujourd'hui, c'est pas le rattrapage social? On pense aux retraites, cette retraite de droit commun qui arrivera en 2078 avec l'application en 2036. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le grand combat des FO ou est-ce qu'il y en a d'autres? Vous savez, depuis mon élection en tant que secrétaire général en 2014, le leitmotiv, c'est-à-dire l'objectif premier de mon mandat, c'était l'égalité sociale. C'est-à-dire on devait rendre un peu plus confortable le département de Mayotte. Est-ce que ça évolue dans le bon sens parce selon vous? qu'aujourd'hui, on ne sent pas tellement que la population de Mayotte et même les salariés de Mayotte vivent dans un département. Donc mon souhait, c'était de faire en sorte à ce que le gouvernement et l'État, d'une manière globale, puissent installer de façon durable le droit commun ici à Mayotte. L'égalité réelle. Voilà, notamment par l'application tout simplement du Code du travail, du Code de la sécurité sociale. Ne serait-ce que ces deux codes-là, on aurait fait un boulevard, c'est-à-dire justement l'application du Code du travail et l'ANSIS, c'est en cours, c'est bien avancé. Là où le bas blesse, c'est plutôt au niveau de la sécurité sociale, où là, les retards sont quand même très conséquents. Et on le sait, 2036, c'est quand même dans plus de 15 ans. Est-ce que c'est pour ça que ce n'est pas là le grand combat aujourd'hui des syndicats à Mayotte? Le grand combat des syndicats à Mayotte a tout le temps été le rattrapage du retard par rapport à la métropole. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 2014. On n'a pas attendu que je sois à la tête de l'Union départementale Force ouvrière pour le constater. Tous nos aînés qui sont passés avant nous, ils se sont battus pour le rattrapage économique et social. Mais aujourd'hui, il faut constater, il faut le dire, que l'État de tout temps n'a jamais préparé le rattrapage. Et que la départementalisation, ça a un vain mot, ça n'a jamais été préparé. Donc, si la population de Mayotte ne se soulève pas, rien ne se fait. Et ça, c'est un constat. Ce n'est pas un truc que j'invente, mais vous le voyez de tout temps, que quand il n'y a pas de mouvement social, il n'y a pas d'avancée sociale ici à Mayotte. Le Code du travail est applicable aujourd'hui à Mayotte grâce au mouvement social initié par les syndicalistes. Donc aujourd'hui, vous dites que le Code de sécurité sociale n'est pas du tout applicable et qu'il y a beaucoup de choses qui font que les Mahorais vivent dans une situation de détresse sociale. C'est vrai tout cela, mais on ne pourra pas changer la donne tant que la population ne se soulève pas. Parce que je ne crois pas aux promesses de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là à cause du comportement de l'État vis-à-vis du département de Mayotte. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas un soulèvement populaire pour réclamer l'application du Code de la sécurité sociale, je pense que ce code-là ne sera pas du tout applicable ici à Mayotte. Donc je m'avance pour dire au gouvernement et à l'État
d'anticiper sur ce mouvement social qui va venir pour faire appliquer le Code de sécurité sociale. Il faut anticiper, il faut dès maintenant envisager l'application dès 2020-2022, faire appliquer le Code de sécurité sociale, parce que la population de Mayotte, les salariés de Mayotte ne laisseront pas cette affaire-là, et nous-mêmes, nous, à Force ouvrière, nous nous engageons à engager le rapport de force si l'État ne fait rien du tout pour Mayotte. Parce que la Ve République, la République une indivisible, doit s'appliquer à Mayotte, doit trouver application à Mayotte. On ne peut pas laisser faire. Hélène Ziz, ce sera ma dernière question, le temps nous presse. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, puisqu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui en France avec les Gilets jaunes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans ce mouvement, les citoyens ont voulu écarter les syndicalistes? Est-ce que finalement, ce n'est pas un désaveu aujourd'hui, que ça ne va pas assez vite et qu'il y a une vraie colère effectivement qui s'exprime au niveau national? Alors à Mayotte, elle n'est pas, mais on sait qu'il y a eu aussi de grands mouvements, notamment l'année dernière. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un désamour du syndicalisme en France qui s'exprime à travers ces Gilets jaunes? Je ne pense pas. Ils n'ont pas voulu s'associer aux syndicalistes. Moi, je crois que c'est un retour de bâton pour le gouvernement de M. Macron, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous remarquez qu'ils ont réussi à éliminer ou même à tuer les partis politiques. Ils ont réussi aussi à écarter un peu, c'est eux, le gouvernement, ce n'est pas la population, ce n'est pas les Gilets jaunes, c'est le gouvernement qui a réussi à écarter un peu les syndicats du débat. Les concertations que vous entendez par-ci par-là, qu'on concerte les syndicats, c'est faux. C'est un diktat. Les syndicats, on les appelle, nos confédérations, on les appelle à Paris, là-bas, les 5 confédérations de syndicats, on les appelle pour leur dicter, leur dire que c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça. Selon vous, cette unité, elle ne prend pas à cause du gouvernement? Tout a moi, été fait je pense que le fait d'éliminer systématiquement les partis politiques, d'éliminer aussi les syndicats, eh bien, la population a dit, puisque M. Macron, vous voulez un dialogue direct avec la population, et donc nous, la population, on va discuter directement avec vous, sans nos représentants, sans les partis politiques, sans les élus, sans les syndicats. Donc c'est la constitution des Gilets jaunes. Donc, mais ce n'est pas les Gilets jaunes qui éliminent les syndicats ou les partis politiques, c'est plutôt une réaction vis-à-vis de la démarche du gouvernement d'éliminer petit à petit l'impact et le poids et l'influence des partis politiques et des syndicats dans le débat national. Hélène Ziz Hamidou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On suivra tous ces combats et notamment ce combat pour le rattrapage social en 2019. Et puis on suivra aussi lundi cette grève au sein du groupe Vinci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement comorien qui revendique à nouveau Mayotte à l'ONU, les prévisions météo du week-end ou encore les acteurs du tourisme des intercommunalités en visite à La Réunion. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 8 mars. Le 25 février dernier, la Cour internationale de justice a jugé que la Grande-Bretagne avait illégalement détaché les Chagos du territoire de Maurice. Ce jugement ne constitue qu'un avis consultatif, mais revêt un caractère symbolique. Par 13 voix contre une, les juges estiment que le Royaume-Uni est tenu dans les plus brefs délais de mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos situé dans l'océan Indien. 3 ans avant son indépendance, Maurice avait accepté de laisser cet archipel sous administration britannique au prix de 4 millions de livres. Cette affaire géopolitique inspire actuellement le gouvernement comorien. Au lendemain de la décision de la Cour, Mohamed El Amin Souef, le président des Comores par intérim, s'est fendu d'un communiqué pour réaffirmer toute la détermination de l'Union des Comores à recouvrer l'exercice de sa souveraineté sur l'île comorienne de Mayotte. Un drôle de pavé jeté dans la mare à l'heure où un accord cadre entre la France et les Comores est actuellement en cours de rédaction. Mercredi, 700 impacts de foudre ont été enregistrés suite au développement d'une cellule orageuse sur l'île. Météo France surveille la situation, un système tropical pouvant se former dans le canal du Mozambique. En effet, en quittant le continent africain, le phénomène pourrait se renforcer grâce aux eaux chaudes du canal. Hier, le service météo n'était pas encore en mesure de livrer une trajectoire, mais les hypothèses demeuraient optimistes avec au pire une approche du paquet nuageux à plusieurs centaines de kilomètres du département. Au regard du risque d'un week-end très pluvieux, la préfecture recommande à la population de limiter ses déplacements qui peuvent être rendus difficiles par les cumuls de pluie par endroits et en particulier au niveau des franchissements des rivières ou ravines.
Les services de secours et de la sécurité ainsi que les maires sont prévenus en pareil cas afin qu'ils demeurent vigilants. De son côté, le cyclone Ali est toujours très actif dans le bassin océan Indien, mais a été rétrogradé au stade de forte tempête tropicale. Cependant, de par son éloignement, son activité n'influence pas la météo à Mayotte. Du 13 au 17 mars 2019, une délégation composée de 4 personnes de la communauté de communes de la 3CO et 3 personnes de la communauté de communes de Petite Terre sera en déplacement à La Réunion. Ces 2 intercommunalités ont créé leur office de tourisme, structures qui ont pour mission principale le développement touristique de leur territoire et donc de l'île au lagon. Ces structures nouvelles sur le département ont également pour mission l'accueil et l'information, la promotion du territoire, mais aussi la structuration de l'offre. Les offices de tourisme étant des organismes récents à Mayotte, ce déplacement à l'île de la Réunion doit permettre d'échanger sur le fonctionnement d'offices de tourisme. Cette visite doit également permettre de tisser des liens avec le département voisin en matière de tourisme. De sciences et plus exactement d'écologie marine avant de clore cette édition. Aujourd'hui, le pôle culture du CUFR recevait le professeur Davout à l'origine de travaux sur le rôle des microalgues dans l'écosystème marin. En poste dans la station biologique Roscoff, située sur les côtes de la Manche, le professeur a pu développer et échanger avec l'audience à propos de ses méthodes de recherche et du constat que ses équipes ont pu établir au cours de ces dernières années. Un reportage de Marion Tellier. Cet après-midi, la salle amphithéâtre de l'université faisait place à la science pour un sujet majeur en termes d'écologie marine. Aujourd'hui, donc, la question qui a été posée, c'était celle de l'écologie benthique. Et le professeur Davout, que nous avons accueilli, qui vient de l'université de Paris-Sorbonne et qui travaille à Roscoff, nous a proposé donc une conférence sur le rôle en particulier des macroalgues dans les systèmes communautaires biologiques marins. Les algues sont des productrices primaires de la chaîne alimentaire. Elles fournissent aussi abris et lieux de ponte à quantité d'invertébrés et de poissons. Leur rôle est essentiel dans les cycles de carbone, d'azote et de phosphore à l'échelle planétaire. Cependant, depuis plusieurs années, des anomalies ont pu être observées dans leur production. C'est notamment ce qu'a pu constater le professeur Davout dans le cadre de ses travaux en écologie marine. Les changements importants qu'on observe, en Bretagne où je travaille, c'est la récolte d'algues qui peut impacter fortement ces milieux, mais c'est aussi la pollution locale, ce qu'on appelle l'eutrophisation des zones côtières, ça va avoir un impact et donc c'est important de savoir comment la communauté va évoluer en fonction de cela et quelles conséquences ça va avoir sur son fonctionnement, sur sa production. Et puis aussi, il y a le changement climatique qui est en marche et qui va changer certainement, qui va réarranger les relations entre espèces. Le réchauffement climatique a en effet déjà commencé à entraîner un déplacement d'espèces vers le nord. L'écosystème de certaines régions s'en trouve aujourd'hui dramatiquement appauvri, mais les conséquences de ces déséquilibres ne s'arrêtent pas là. Difficile aujourd'hui d'ignorer un phénomène désormais visible le long des littoraux et dangereux par sa toxicité. En Bretagne, par exemple, on a des accumulations d'algues vertes et on a déjà eu des émanations de méthane qui ont provoqué des malaises chez des gens, qui ont provoqué apparemment la mort d'un cheval et de sangliers qui passaient sur les dunes. Donc il peut y avoir des conséquences assez graves et puis une gêne occasionnée de toute façon pour les riverains. Et puis c'est surtout que ça crée des déséquilibres. C'est-à-dire qu'il va y avoir des endroits où on va avoir trop d'accumulation de biomasse, de matière organique, donc qui va être décomposée. Et donc ça, c'est pas normal. On va avoir vraiment un fonctionnement bizarre de l'écosystème. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut attendre. Et puis après, on peut avoir des gènes à l'activité humaine, des très grosses accumulations d'algues en milieu côtier. C'est pas du tout favorable à la pêche, par exemple, tout simplement. Et je pense que dans les Caraïbes, ça peut être un des enjeux. Les rivages de territoires comme celui de la Martinique sont en effet depuis 2011 envahis par des algues brunes, potentiellement dangereuses pour la santé et menaçantes pour l'environnement, les sargasses. Les recherches sur le sujet convergent jusqu'alors vers 3 facteurs de perturbation: la pollution, le réchauffement de l'eau et le changement des courants. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le lundi 18 mars prochain. La semaine prochaine, j'aurai l'honneur de faire partie de la délégation qui représentera Mayotte lors des Assises internationales du journalisme. Mayotte est invité d'honneur. D'ici là, l'info continue sur Kwezi. Excellent week-end et à très vite.